Alors, cette table ronde sur l'évolution de la pratique professionnelle à l'aube du tout numérique, c'est, je pense, une table ronde qui vous intéressera de fait. Alors moi, je suis professeur de gériatrie au CHU de Nice, mais je m'intéresse depuis une dizaine d'années à ces sujets des nouveaux usages du numérique au sens large, de la e-santé il y a quelque temps, en passant par la M-santé il y a un peu moins de temps, la santé mobile, et puis maintenant la révolution des objets connectés, notamment liée finalement à l'offre de soins que l'on se doit, nous, professionnels de santé, à nos concitoyens, puisque notre offre de soins est, je le dis comme je le pense, désormais désadaptée par rapport à la demande de nos concitoyens en soins. Pourquoi ? Parce que tout notre modèle a été construit sur le soin dit curatif, c'est-à-dire le soin aigu. C'est comme ça qu'a été construit aussi notre protection sociale. Et donc, l'aspect complémentaire qui nous intéresse ici, dans le cadre du groupe Pasteur Mutualité, c'est pour ça que le groupe Pasteur Mutualité, en tant que mutuelle innovante, a souhaité mettre ce sujet sur la table. Or, maintenant, même si nous sommes très bons sur le soin aigu, parmi les meilleurs du monde, nous sommes mauvais pour la gestion du soin chronique. Or, si on sauve de l'infarctus du myocarde, il faut savoir gérer derrière l'insuffisance cardiaque séquelaire. Et ça, on n'est pas bon. Or, les pathologies chroniques, qui sont aussi liées au vieillissement de notre population, vous voyez le lien avec mon métier, eh bien, ces pathologies chroniques sont le lit d'un fléau absolu pour lequel notre pays est particulièrement mauvais aussi, qui est la prévention de la perte d'autonomie et le recul le plus longtemps possible de l'arrivée de la grande dépendance. Donc sur ces enjeux-là, les outils, les nouveaux usages des outils numériques sont extrêmement intéressants. Mais la révolution qui se profile, mais qui est déjà en cours, ce n'est pas une révolution technologique. Tout est déjà possible. La révolution, elle est sur l'impact que ça a sur nos organisations et sur la façon dont nous, professionnels de santé, on doit désormais travailler. C'est dans ce contexte-là que je suis vraiment très heureux des intervenants de la table ronde et je vais passer la parole sans plus attendre après cette petite introduction à Madame Christine Balaguet, titulaire de la chaire Réseaux sociaux à l'Institut Mines Télécom. Nous sommes 30 experts, nous sommes nommés par le Président de la République et on est saisis par les ministères sur un certain nombre de grandes questions du numérique. Et donc on a remis en octobre dernier un rapport sur la e-santé à Marisol Touraine. Et donc c'est par cette double casquette que je vais intervenir sur ce sujet de l'évolution de la pratique professionnelle. Ça a été dit dans l'introduction, on peut voir la révolution numérique. Alors ce que j'appelle révolution numérique, c'est plus du tout une révolution. Quand on regarde l'histoire des technologies récentes, le démarrage de l'Internet et ce que l'on appelait à l'époque les nouvelles technologies, c'est 1990, il y a 25 ans, un quart de siècle. Donc on ne peut plus utiliser ce que l'on appelle les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On est dans une société où ces technologies sont diffusées partout, où les usages sont massifs, et donc il est temps et grand temps que les organisations, les entreprises, les États, les entreprises privées comme les organismes publics doivent absolument, je dirais maintenant, se transformer et s'approprier cette transformation digitale qui est déjà grandement diffusée dans des usages de consommateurs ou dans le cadre de la santé de patients. Donc on peut regarder cette révolution sur des technologies, effectivement, de la manière classique, en disant on vit la troisième révolution industrielle, chère à Jérémy Rifkin, c'est-à-dire qu'on vit aujourd'hui la même révolution, le même niveau de révolution que l'imprimerie, que la deuxième révolution industrielle du XIXe siècle. Et effectivement, on voit que dans le domaine de la santé émergent des opportunités absolument incroyables en termes de technologie. Il y a les fameuses NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique, sciences cognitives, qui travaillent ensemble pour inventer, je dirais, de nouvelles technologies et faire avancer aussi les diagnostics et le traitement des pathologies. On voit arriver des imprimantes 3D qui impriment aujourd'hui des organes et qui permettent à des chirurgiens de se former
mieux que sur des cochons, puisqu'ils se forment aujourd'hui sur des cochons. On voit, j'étais aux États-Unis la semaine dernière, j'ai vu une start-up qui fabrique des os, qui se met à reformer et refabriquer des os humains. Et là, on peut imaginer toutes les conséquences. Donc, je ne vais pas citer toutes ces technologies. Je dirige une recherche sur les objets connectés. Les objets connectés font partie de ces technologies qui sont en train d'obliger, je dirais, le secteur de la santé à se repenser et aux professionnels de la santé à se repenser. Donc, je vais revenir sur ces aspects technologiques tout à l'heure. Donc, une première vision de cette transformation digitale, c'est de regarder les technologies. Une deuxième vision, à laquelle je me suis plus intéressée dans mes travaux, c'est de regarder ces 25 ans de transformation digitale du côté de l'utilisateur, du côté du consommateur ou du côté, dans le domaine de la santé, du patient. Et on s'aperçoit que pendant ces 25 ans, on a une croissance de ce que l'on appelle la capacité d'agir des individus, l'encapacitation ou encore ce que les anglo-saxons appellent l'empowerment. C'est-à-dire, depuis 25 ans, grâce aux technologies, les gens ont des possibilités qu'ils n'avaient pas avant. Très rapidement et schématiquement, il y a eu 4 périodes. Le début des années 90, où là, ce que peuvent faire les gens avec ces technologies, c'est juste regarder un site web, passer d'un site à l'autre. C'est ce qu'on appelle le demand-based empowerment, c'est-à-dire on a juste la capacité d'exercer une demande sur des sites marchands. Deuxième période qu'on connaît davantage, c'est le Web 2.0, l'économie de la contribution. C'est le développement, fin des années 90, des blogs, des forums très présents dans le domaine de la santé, sur lesquels les individus vont mettre de l'information, vont fournir de l'information, vont noter, et vont noter aussi des professionnels de santé, vont noter des marques, des produits, et donc une capacité plus importante. Ensuite, troisième phase, c'est les années 2000, fin des années 2000, le développement des réseaux, en particulier des réseaux sociaux, auxquels je me suis intéressée, donc Facebook, Twitter, mais beaucoup d'autres réseaux. Aujourd'hui, il y a des réseaux, non pas publics, mais des réseaux aussi de professionnels de santé, des réseaux de patients, des réseaux d'aidants qui se constituent. Et donc, une capacité d'agir plus importante de par le fait qu'on va se mettre en réseau et communiquer, fédérer des gens et mener un certain nombre d'actions, mais plutôt avec des gens qu'on connaît ou plutôt des gens avec qui professionnellement on est proche. Et puis aujourd'hui, on est dans une phase encore plus importante de capacité d'agir des gens due à ce qu'on appelle la foule, ou crowd en anglais. Donc vous avez aujourd'hui une explosion de ce qu'on appelle l'économie collaborative, basée sur la foule, c'est-à-dire on se met en réseau, pas forcément avec des gens qu'on connaît, mais on va s'appuyer avec des gens partout dans le monde et on va passer d'un statut de consommateur ou de patient ou d'acteur, de consommateur ou de patient, à un statut de producteur. Donc c'est des modèles comme Airbnb, Blablacar, qu'on voit émerger sous d'autres formes dans le domaine de la santé, mais où effectivement l'individu a une capacité de produire du service, de consommer ce service, voire de se faire financer ce service par du crowdsourcing. Donc ces technologies, si on les regarde sous cet angle-là, dans le domaine de la santé, effectivement, le périmètre a changé. On voit aujourd'hui émerger des individus qui sont sous forme de communautés. On sait bien aujourd'hui l'intérêt des communautés de santé qui apportent une information, je dirais, que l'on dit profane par rapport à l'information scientifique des médecins, mais qui permettent à un certain nombre de patients d'être accompagnés dans leur vie quotidienne, dans la pathologie. Et certains disent que, effectivement, sans cette information, eh bien, peut-être qu'ils ne seraient pas allés jusqu'au bout du traitement, voire jusqu'au bout de, je dirais, parfois de la guérison. On avait travaillé sur par exemple, des femmes qui suivaient des traitements de PMA jusqu'au bout du traitement. Donc, importance, je dirais, des communautés de patients qui se fédèrent. Et puis, dans ces réseaux qui émergent dans la santé, on s'aperçoit qu'il y a des réseaux aussi nouveaux qui vont en tout cas beaucoup se développer dans les mois qui viennent et les années qui viennent. C'est ce sur quoi j'ai lancé une chaire, c'est-à-dire ces réseaux d'humains et d'objets connectés. Et donc l'apparition des objets connectés en santé fait qu'on va récupérer beaucoup de données, qu'il va y avoir des échanges entre ces réseaux et des humains, des patients, des professionnels, qu'il va y avoir beaucoup de data derrière tout ça, et que effectivement, par rapport à tous ces phénomènes, vont se créer des plateformes et Philips, comme d'autres acteurs, ont déjà créé des plateformes dans ce domaine-là, qui vont fédérer
des individus autour de cette problématique des objets connectés. Donc on va avoir des gens et des patients qui ont une capacité de mesurer un certain nombre d'éléments sur leur santé. Peut-être que des assureurs vont leur demander de mesurer de plus en plus de choses. Et donc on va avoir, je dirais, une certaine remise en cause de notre modèle actuel. Et je ne sais pas combien de temps il me reste. Je vais pas regarder. 2 minutes. Alors, très rapidement, donc je termine juste aussi par un dernier point sur les réseaux. C'est lié au rapport que l'on a rendu à Marisol Touraine et que vous pouvez, en tant que Conseil national du numérique, que vous pouvez télécharger sur le site du Conseil national du numérique. Nous avons été saisis sur la question de la santé numérique, donc sur la question de la santé connectée et des nouvelles technologies. Donc, ça reprend un peu les éléments que je viens de dire. Mais il y a 3 grandes familles de recommandations dans ce rapport. Une famille de recommandations sur la libéralisation, l'innovation dans le domaine de la santé, donc faire émerger toutes ces technologies que j'ai à peine, je dirais, évoquées, parce qu'il y en a bien d'autres, donc tout un tas de recommandations que l'on a émises pour le développement de ces technologies, y compris la télémédecine. Deuxième grande famille de propositions que l'on a faites, c'est le fait que on doit être tous solidaires et on doit co-construire sa santé avec les professionnels de santé et avec les acteurs, et qu'il y a une tendance, alors j'aime pas ce mot, mais je l'emploie parce que le temps est court et que tout le monde comprendra, il y a une tendance, sinon une éventualité qui est l'ubérisation de notre système de santé, c'est-à-dire des acteurs qu'on voit arriver, qu'on connaît, des acteurs américains, mais pas que, qui vont privatiser la santé, qui vont marchandiser la santé, qui vont la personnaliser à outrance. Et donc on doit préserver en France notre système de santé et notre système de mutualisation de santé, tout en favorisant cette innovation. Et pour faire ça, il faut rentrer dans une phase de co-construction d'un système de santé avec les patients. Et pour terminer, donc la 3e famille de propositions de notre rapport, c'est justement cette idée que pour introduire toute cette innovation dans le domaine de la santé, il faut changer, vous l'avez cité en introduction, la manière dont on est organisé. Il faut faire ce que j'appelle, moi, sur les réseaux, percoler le système. La percolation d'un système, c'est lorsque ce système change d'état. Et la percolation des systèmes vis-à-vis de ces innovations, elle va se faire par des réseaux. Et donc, on dit dans cette troisième phase de ce rapport qu'on n'est plus dans un rôle du médecin par rapport à son patient de manière individuelle. Le médecin va être dans un continuum de santé et donc va être un élément du continuum de santé qu'il va y avoir autour du patient, et donc vont se développer, il y en a déjà bien sûr, des réseaux de médecins, de patients, des réseaux d'aidants, et donc on va être beaucoup plus dans une santé en fonctionnement, en organisation collaborative, et que c'est par cette émergence de réseaux et par l'innovation que le système va pouvoir avancer. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors effectivement, moi je souscris pleinement à ce que vous dites, et puis j'ai lu avec grand intérêt le rapport. Je me retourne vers notre confrère et mon vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins, parce que ce que vous dites, c'est très important, mais ça change finalement fondamentalement la relation médecin-patient telle qu'elle a été conçue historiquement, ce colloque singulier, et on se rend bien compte, alors moi ça me touche en tant qu'enseignant de médecine, et j'essaie de le faire passer désormais à nos jeunes qui vont arriver s'inscrire à l'ordre dans les années à venir, parce que il faut faire cette révolution culturelle de notre part, que le médecin devient un élément de la chaîne de valeur du soin, mais plus qu'un élément au milieu, à côté du maillon, qui peut être par exemple l'ingénieur réseau, qui aura aussi une importance stratégique finalement pour cette prise en charge, notamment dans le contexte des maladies chroniques. Et quand je dis que ça impacte nos métiers, à nous médecins et à nous soignants au sens large, je le crois très profondément. Je pense même que ça impactera tellement notre métier que ça impactera à terme aussi la façon dont on gagnera notre vie avec notre métier. Et je suis très heureux d'entendre sur ces sujets-là notre vice-président du Conseil national de l'Ordre qui est extrêmement intéressé par ces questions-là, parce qu'on a aussi à protéger à la fois la profession et à la fois ce lien tout de même important et la place du médecin dans cette reconfiguration complète. Merci beaucoup. Effectivement, je produis beaucoup, enfin au nom du Conseil national, soit sous les formes écrites, nous avons publié un livre blanc sur la santé connectée, soit d'ailleurs dans la revue Tout prévoir,
où j'indique la déontologie doit être transférée dans l'espace numérique, il est bien évident que ce n'est pas un transfert sans ajustement. Je rappelle que le code de déontologie médicale a été rédigé en 1947, il a été un tout petit peu modifié en 1995, mais nous étions encore 95, c'était quand même hier. Nous étions encore dans l'ancien modèle et on voit bien que depuis les années 2000, nous entrons et nous incorporons en tant que médecins les technologies dans notre pratique sans que cela ne soit pas sans susciter un certain nombre d'appréhensions. Et si je ne suis pas venu ce matin, c'est que nous publions les rapports sur l'Atlas de la démographie médicale et la moyenne du corps sanitaire, la moyenne d'âge du corps sanitaire français est de 55 ans. Et on conçoit bien qu'un médecin qui a exercé depuis une trentaine d'années de manière traditionnelle, si je puis dire, a quelques difficultés à transposer les outils numériques dans sa pratique, car il voit un peu le diable dans Internet. Encore que dans Internet, non, puisque désormais la recherche de l'information en santé sur le web 1.0, la recherche d'informations par les patients ou par les usagers est souvent associée à la relation médecin-patient. Je veux donc dire que l'ordre professionnel et tout le monde, je pense, qui publie sur le sujet, doit avoir à cœur de faire de la pédagogie et que si on heurte un corps professionnel, et en l'occurrence le corps médical, mais le corps sanitaire en général, cela suscitera de vives résistances au changement et qu'il vaut mieux l'éviter. Et ainsi, je peux dire en propos liminaire qu'il n'y aura pas de médecine sans médecin. Et c'est ce que vous avez voulu exprimer, je pense, mais que le métier de médecin, les contenus du métier et les formes des pratiques professionnelles vont évoluer. Alors, les résistances au changement, elles sont souvent liées aux habitudes. Comme nous étions habitués à pratiquer d'une certaine manière, nous n'y voyions que de la bienfaisance, ce qui n'était pas d'ailleurs tout à fait le cas. Et que la question actuellement est de transposer, je l'ai déjà dit, je le répète, mais cela nous semble très important, des valeurs fondamentales qui sont liées à l'humanisme en général et à l'humanisme médical en particulier. C'est pour ça que le titre, je ne sais pas si c'était volontairement provocateur, du tout numérique, la réponse du Conseil national est non. Le numérique, comme d'ailleurs l'a porté la loi en matière de télémédecine, mais j'ai vu que des esprits brillants s'étaient exprimés ce matin sur la télémédecine, dont mon ami Thierry Moulin, président de la Société française de télémédecine, la loi dit bien que la télémédecine est une forme de pratique médicale et nous-mêmes, nous voyons le numérique comme étant des outils, des moyens, des solutions pour améliorer les pratiques professionnelles qui sont bien évidemment au service de la personne malade, ainsi qu'au service évidemment de la prévention et d'objectifs de santé publique. Mais enfin, c'est quand même le citoyen, puis le citoyen malade, qui doit se trouver au cœur du système. Alors, dans les pratiques professionnelles, avant de faire de la prospective, et c'est d'ailleurs ce que vous aviez évoqué dans l'introduction, nous sommes passés de l'apprentissage en faculté de médecine, de l'apprentissage des maladies aiguës qu'on essayait de soigner le mieux possible, et nous y parvenions toujours, à la prise en charge de pathologies chroniques. Et quand on parle de pathologies chroniques, on a une certaine tendance à voir immédiatement des personnes âgées, ce qui n'est pas le cas. Malheureusement, on peut être atteint très jeune de pathologies chroniques, et on peut citer d'ailleurs le cancer au nombre de ces pathologies chroniques, puisqu'un certain nombre de ces affections évoluent sur le long cours. Bien évidemment, on peut citer le diabète, qui peut survenir jeune, et puis qui va s'étaler tout au long de la vie, et parfois d'ailleurs, on mourra d'autre chose que des complications du diabète. C'est à cela que notre société, notre système de soins et notre système de protection sociale se trouvent impactés. Donc il faut développer un travail en équipe. Le projet de loi actuellement en dernière lecture à l'Assemblée nationale
va constituer sur le plan législatif la notion d'une équipe de soins et de prise en charge dont les contours vont être définis sur le plan juridique. Il est nécessaire dans ces pathologies chroniques de coordonner les acteurs afin de bien coordonner les soins et par conséquent cette équipe de soins et cette coordination des soins ont besoin d'outils numériques. Ces outils pratiques, ce sont des dossiers informatisés dans les structures hospitalières ou structures libérales, structures de regroupement, avec la notion d'une équipe. Et puis au-dessus de ces dossiers professionnels, dossiers informatisés, bien évidemment, il y a le grand projet national de dossiers médicaux partagés. On rappelle que la création remonte à Philippe d'Oust-Blazy. Cela fait une dizaine d'années. Et depuis 10 ans, nous n'avons pas vu véritablement encore émerger le DMP, ce qui m'a fait dire, dans une autre occasion et une autre tribune, que tant qu'il n'y aura pas une gouvernance stable de la e-santé ou du numérique en santé en France, il y aura beaucoup de difficultés à un déploiement, malgré l'efflorescence de solutions liées à l'ingéniosité industrielle. Mais il faut bien qu'il y ait une gouvernance de la e-santé où, comme vous l'avez dit, madame, une pluralité d'acteurs représentant les usagers, représentant les professions à travers les ordres professionnels, représentant le monde industriel, représentant les mondes de l'assurance, se trouveront réunis. Et puis il y a la télémédecine, mais le temps est limité, il en a été question ce matin, donc je ne m'y attarderai pas. Sauf que peut-être qu'un certain nombre de dispositifs intelligents, je vais les appeler comme ça, seront associés, électroniques, numériques, seront associés ou pourront être associés à la pratique de la médecine. Alors, la question portait plus précisément, enfin les pratiques professionnelles, mais c'est les relations entre les usagers et les patients. Alors, des patients, dont la plupart d'ailleurs sont des amis, s'exprimeront à la deuxième partie de cet après-midi. Je ne pourrai pas malheureusement être là car je dois retourner au Conseil national, mais si nous partageons souvent des idées, nous arrivons au stade où nous ne nous les confrontons plus. Et c'est déjà une grande avancée. Alors, pour ce qui concerne les applis santé ou les objets connectés, il faut quand même faire une distinction en deux grandes catégories. Il y a ceux qui ont le statut de dispositifs médicaux. Ces dispositifs médicaux ont été évalués par l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé. La Haute Autorité de santé peut se prononcer sur leurs usages, mais leur fiabilité est reconnue, puisqu'ils ont été certifiés avec un marquage CE. Il y a un deuxième aspect, car il ne suffit pas que le dispositif soit techniquement et technologiquement fiable, il faut que l'on sache ce qui est fait des données et quels vont être les usages des datas. Est-ce qu'elles sont uniquement préservées en ce qui concerne l'usager dans son seul intérêt et le professionnel de santé, ou est-ce que les datas vont aller quelque part dans le cloud et dans le big data et pourraient être utilisées à d'autres fins que ce pourquoi elles ont été produites, et que là, il doit y avoir bien sûr une réflexion collective sur l'usage des datas. En ce qui concerne celles qui se trouvent sur les bases publiques, le SNIRAM ou le PMSI, je dirais que la messe est dite, puisque l'article 47 de la loi vient définir leurs utilisations, mais en ce qui concerne les données personnelles de santé qui se trouveront dans le monde GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, on ne sait pas ce que cela va devenir. Donc, c'est ce monde-là que nous avons aussi à explorer. Il me reste 2 minutes. C'est ce monde-là que nous aurons à explorer sur les autres objets. Les autres objets, leur destinée est actuellement définie par le producteur de l'objet. Ou bien il veut lui donner un statut de dispositif médical et il va suivre une filière de marquage, ou bien il va dire non, je consacre cet objet au bien-être, à votre santé, et à ce moment-là, c'est un objet indéfini ou indéterminé, en tout cas sur le plan juridique,
car il n'y a pas actuellement de régulation de ces objets. Et c'est quand même, à notre sens, un véritable souci, et un certain nombre d'ailleurs d'organismes vont se pencher sur cette zone grise où on a un objet qui peut être utilisé par des professionnels de santé, mais on ne sait pas quel est juridiquement son statut, c'est-à-dire en d'autres termes, quelle est la responsabilité engagée par le professionnel de santé lorsque cet objet va être intégré dans sa pratique. Un certain nombre de ces objets pourront être intégrés dans la pratique s'ils ont été évalués et si l'on sait ce que deviennent les datas, ça nous semble très important. Et l'avis du Conseil national, c'est que ces objets devraient être prescrits par un médecin ou un autre professionnel de santé afin de s'intégrer dans une relation professionnelle entre un professionnel de santé et un patient. Cette prescription engage évidemment la responsabilité du prescripteur, mais elle est susceptible de consolider la relation médecin-patient, car d'une manière générale à ce stade aujourd'hui, mais le Conseil national du numérique pourrait me contredire, je ne suis pas persuadé qu'un usager va se procurer un objet pour le suivi de sa pathologie sans en référer au médecin, parce qu'il se trouvera très rapidement dans une certaine zone d'incertitude. Ce qui me permet de dire que le médecin ne se transformera jamais non plus en interprétateur de données qui auraient été recueillies et analysées de façon sauvage sans que le médecin ait été en amont associé à cette pratique. Je n'ai pas le temps de parler des réseaux sociaux, mais bien évidemment, je pratique le réseau social pour voir ce qui s'y passe et pour poster également sur le réseau social, mais je vois bien actuellement, justement sur les sujets dont nous parlons, qu'il existe une inquiétude du corps professionnel, parce que ce corps professionnel est bousculé. Je conclurai donc en me rapprochant de mon introduction. Nous devons faire preuve de méthode, de pédagogie et de modération, parce que les mots sont comme des balles, et que si les geeks peuvent avoir un sens très précis qui est derrière le mot qu'ils prononcent, on sait bien qu'en matière de communication, ce qui compte, ce n'est pas l'émetteur, mais le récepteur, à la façon dont il reçoit le message que l'on veut porter. Et il faut que nous le fassions, effectivement, je suis bien d'accord, y compris dans la formation initiale de nos futurs confrères, tous ensemble. Mais nos futurs confrères, je crois qu'ils sont déjà prêts, parce qu'ils utilisaient des outils numériques et des réseaux sociaux bien avant qu'ils ne deviennent médecins ou docteurs en médecine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous allons écouter avec un grand plaisir Éric Pérez, qui est vice-président de la CNIL, parce que finalement, sur ces enjeux nouveaux liés à l'usage, encore une fois, l'usage des outils numériques, qui produisent donc de la donnée de santé, avec un usage privatif ou un usage dans le cadre de la relation soignant-soigné, ou dans d'autres cadres également, quid de ces données, quid de la protection du citoyen. Je donnerai juste un exemple, parce que on est très attachés, vous le savez, nous les médecins, au secret médical, qui est un élément clé de notre déontologie. On est un peu bousculé parce que la société va très vite. La semaine dernière, j'avais une patiente qui est accompagnée de sa petite fille, à qui j'ai présenté donc le diagnostic de sa pathologie, une maladie d'Alzheimer. Et puis je vois la petite fille qui tapote sur son iPhone. Je lui dis, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? Bah écoutez, c'est quand même un truc énorme, là, il faut que je le partage avec les copines. Donc elle était en temps réel, sans avoir rien demandé à sa grand-mère, en l'occurrence, en train de donner le diagnostic de sa grand-mère à l'ensemble de ses copines. Je vous écoute. Merci pour la transition. C'est sympa. Je vais essayer de rebondir. Bon, j'avais prévu un autre schéma, mais bon, il est carrément disruptif, le vôtre, enfin, pour le coup. Non, mais d'abord, merci de cette invitation. Je trouve que c'est une bonne chose d'inviter la CNIL, car je pense effectivement que la CNIL a un rôle à jouer, elle joue un rôle
dans ce qui se passe aujourd'hui en termes de révolution numérique. Et ce que vous venez de dire en est un exemple. Ceci étant, elle s'est peut-être connectée très rapidement, mais comme le disait votre confrère, Dr Jacques Lucas, il n'y aura pas de médecine sans médecin. On peut effectivement avoir accès à énormément d'informations, de données. Le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en tire comme information et comment on la valorise. Donc il faut être extrêmement prudent avec cette question du tout numérique, qui n'est un outil qui existait déjà même à l'époque du Durkheim quand il faisait... Je suis sociologue de formation, ni juriste, ni médecin. Ma fille est en train de préparer le concours de médecine, mais bon, c'est un concours très difficile pour le coup. Et on voit bien que c'était déjà le cas. On amassait énormément d'informations, on traitait ces informations. La vraie révolution aujourd'hui, c'est ce que vient de dire Madame Balaguer, c'est que, on a un volume considérable d'informations qu'on peut traiter en temps réel. Et c'est vrai que sur une historicité incroyable. Ça veut dire qu'on a un outil prodigieux. Mais le big data tout seul ne veut pas dire grand-chose. La vraie question qu'on doit poser, c'est, une fois qu'on a ces données, qu'est-ce qu'on veut en faire? C'est l'un des grands principes à la CNIL, il y en a 5, mais l'un des premiers grands principes, c'est celui de la finalité. Ensuite, de la proportionnalité, et on voit bien après, une fois qu'on a ces éléments-là, un des éléments importants, c'est celui de la confiance. Alors je reviens sur la question du numérique. D'abord, dans le domaine médical, comme dans d'autres domaines, que ce soit l'industrie, l'énergie avec les compteurs intelligents, l'automobile avec les voitures connectées, l'éducation avec les MOOCs, ça vient tout bousculer. Ça vient tout bousculer et forcément aussi, ça vient bousculer le rôle et la place des acteurs historiques, vous l'avez dit, le médecin, puisque dans la chaîne de valeur de la production de la donnée, il y a le médecin, historiquement c'était lui qui détenait, mais comme à l'époque l'État aussi détenait des informations, aujourd'hui elles sont partagées beaucoup plus facilement. On peut accéder à certaines informations, on peut en produire soi-même, on peut éventuellement les partager sans passer par certains intermédiaires. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui la grande révolution. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième élément, c'est que toute révolution, quelle qu'elle soit, emporte avec elle des risques. Il n'y a pas de société sans risque. Ce n'est pas pour autant qu'une fois qu'on a dit que la société n'est pas sans risque, on ne doit pas essayer de les éradiquer, de les circonscrire, voire d'en limiter les effets les plus indésirables. Et parmi ces risques, nous le savons bien, dans le domaine de la santé, les données de santé sont véritablement des données sensibles. Au regard de la CNIL, de la loi 78, article 8, mais même s'il n'y avait pas de loi, on sait que ces données sont des données intimes et qu'elles ont effectivement à un moment donné un lien indirect avec ce que je suis, mais ce que je suis d'un point de vue pathologique. Si je prends une donnée simple de bien-être, quand vous avez évoqué la question des objets connectés, bon, on a son podomètre, on a fait 1000 pas dans la journée, on a fait éventuellement tel battement de cœur, enfin tension, mais une donnée prise seule n'a pas beaucoup d'intérêt. Je pèse, je ne dirai pas combien, mais je pèse un certain poids. Si je mets la taille avec, voire éventuellement certaines autres indications sur mon pouls ou mon battement de cœur, on peut déterminer peut-être certaines pathologies, l'obésité ou l'anorexie, par exemple. Donc on voit bien aujourd'hui que ces données-là sont massives et qu'il faut essayer de les encadrer. Et donc il y a des enjeux importants. Le premier des enjeux, c'est l'information. Il est essentiel aujourd'hui d'informer les personnes qui vont être utilisateurs de certains outils ou certaines applications. Ça a été évoqué tout à l'heure avec les applications numériques et les plateformes. Ça veut dire effectivement, est-ce qu'aujourd'hui je sais si ces données sont localisées dans mon objet ou est-ce qu'elles sont localisées ailleurs? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment elles transitent-elles? Qui les détient? Qui sont les destinataires de ces informations? Pourquoi je dis cela? Car si on veut accompagner également dans le domaine de la santé l'évolution numérique pour en faire un outil non, de pilotage au niveau des politiques publiques, mais aussi en termes d'efficacité des techniques de soins, il faut aussi associer le patient. Et car l'élément de confiance est déterminant. D'ailleurs, quand on rentre dans un cabinet d'un médecin généraliste, c'est le premier qu'on rencontre, la confiance est déterminante pour pouvoir éventuellement suivre les prescriptions. Donc l'information est nécessaire et indispensable, et je pense que c'est un point important. Le deuxième, c'est la sécurité et la confidentialité, notamment dans votre domaine. Il y a eu quelque temps un grand colloque sur la sécurité dans vos domaines, l'hébergement des données de santé, sur les acteurs des professionnels de santé, et vous êtes l'objet, pas les médecins en tant que tels, mais quoique, les bases de données de santé sont l'objet d'attaques. Aujourd'hui, la donnée de santé a une valeur économique. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Il y a d'autres acteurs économiques dont je ne jette absolument pas l'opprobre, mais dont leur boulot, c'est de faire de l'argent et de minimiser leurs risques. Les assureurs auront tendance à avoir le maximum de données de santé pour se protéger d'un risque qui est celui d'assurer. Donc on voit bien qu'en même temps, il faut trouver cette articulation. Donc la sécurité, pourquoi? Parce que la sécurité, c'est se prémunir contre un risque extérieur, l'accès non autorisé par des tiers, des attaques sur des bases de données de santé, des systèmes d'information de santé, mais c'est aussi se protéger en interne. Qui accède à certaines bases de données? Alors, je ne dirais pas
j'ai une bonne relation avec mon médecin de santé, enfin mon médecin généraliste, mais quand je suis dans son bureau, il y a son ordinateur, il y a tous les fichiers, bon, il s'absente, je peux très bien, à un moment donné, je ne sais pas, mettre une clé USB, récupérer. La vraie question, c'est comment sécurise-t-on ces bases? Et qui peuvent accéder à ces bases? Donc c'est la question de la traçabilité, c'est la question de l'habilitation, et préciser, par exemple, que dans certains domaines, un technicien ne peut pas avoir accès à toutes les données de santé d'un patient. Donc ça, c'est aussi une mesure importante, nécessaire aujourd'hui, pour essayer effectivement de faire en sorte que ces données ne soient pas altérées. Car si on altère une base de données, on altère aussi la technique de soin. Et éventuellement, quand on passe de l'hypoglycémie à l'hyperglycémie, enfin, vous êtes les plus grands spécialistes, ce n'est pas la même chose. Enfin, le troisième élément, c'est celui qui tourne autour de ce que vous venez d'évoquer à très juste titre, c'est le principe de finalité. Que fait-on de ces données? Que fait-on de ces informations? Si demain je communique les informations à mes médecins, lui, forcément, il en a besoin, il est tout à fait autorisé à les collecter. Mais il se peut, je peux vous prendre un exemple où mon médecin référent, sa collègue, avait besoin de faire une enquête sur la prévention, donc d'avoir accès à des données de santé. Et donc, je lui ai facilité la tâche en lui mettant à la disposition les services de la CNIL pour qu'elle puisse faire sa thèse de doctorat, mais je lui avais prévenu, attention, vous ne pouvez pas avoir accès à des données de santé de patients qui ne sont pas d'abord vos patients, sans les informer éventuellement de l'utilisation que vous en faites. Donc ce principe est indispensable aujourd'hui, notamment à l'ère du big data, car d'aucuns considèrent qu'à l'heure du big data, il y a tellement de masse de données que se poser la question de la finalité n'a pas de sens. Et ça, ce sont tous les grands opérateurs qui aimeraient aspirer toutes les données pour ensuite se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut en faire. Et nous, à la CNIL, on dit non, il faut avoir un principe à la fois de finalité, il faut qu'elle soit déterminée, explicite, légitime. Il est tout à fait normal qu'un médecin ait des informations de données de santé. Est-ce qu'ensuite, éventuellement, il a besoin d'avoir des données fiscales? C'est autre chose, vous voyez. Donc, le principe ensuite de proportionnalité, on peut avoir un certain domaine de recherche où on peut avoir accès à certaines données et pas à d'autres. Donc la CNIL veille effectivement non pas à empêcher justement les recherches dans le domaine de la santé, et moi je me réjouis en tant que vice-président de la CNIL, mais il y a un projet de loi sur le numérique, alors il est assez creux, mais il ouvre quand même des perspectives pour notamment les chercheurs en médecine, et c'est notamment, et moi aussi je m'en réjouis, à la fois d'assouplir les procédures pour tous ceux qui sont en train de mettre en place des protocoles de recherche de santé dans l'intérêt général, car jusqu'à présent, c'est encore le cas aujourd'hui, quand vous avez une demande auprès de la CNIL, si vous utilisez le numéro de sécurité sociale, il y a une demande d'autorisation, et dans le cas d'un dispositif public, ça passe devant un décret en Conseil d'État. Aujourd'hui, la possibilité va être assouplie, puisqu'on va mettre en place un NIR proprement dédié à la recherche dans le domaine de santé. Quand ça relève de la puissance publique, ce sera beaucoup plus simple. Il y aura un identifiant qui ne sera pas un numéro de sécurité sociale bis, mais un identifiant qui permettra d'apparier les fichiers de données de santé pour savoir si c'est bien mes données de santé dont on dispose. Et pour toutes les recherches qui seraient éventuellement non pas du domaine privé, mais relevant de la mission de service public par délégation ou des recherches conduites par les laboratoires, la possibilité également de produire un numéro annexe, le même numéro haché, salé, avec toute la cuisine en termes de sécurité, qui va permettre à chaque recherche d'avoir son propre numéro et d'apparier ces données. Cela va faciliter, me semble-t-il, la recherche dans le domaine médical. Il me reste encore une minute. Ça va plus vite pour moi alors, ou c'est moi qui parle trop long. Voilà, donc une minute, donc on laissera la place au débat. Simplement pour vous dire qu'il est indispensable aujourd'hui qu'il y ait cet élément de confiance. Et cet élément de confiance ne peut passer que par cette possibilité d'informer et d'obtenir le consentement. Donc on peut aujourd'hui obtenir des données de santé, mais il ne faut pas confondre l'obtention par le consentement de données de santé et l'ouverture des données publiques de santé, qui sont deux choses différentes. Absolument différentes, et moi je suis tout à fait d'accord, nous devons aujourd'hui être extrêmement vigilants parce qu'il faut protéger à la fois ce qui fait le cœur de notre protection sociale, notre protection en termes de santé. Cela ne veut pas dire pour autant qu'on doit se barricader devant des règles extrêmement lourdes, mais il faut faire comprendre à certains acteurs que d'autres acteurs, notamment les GAFA ont été cités, auront effectivement d'autres utilisations de ces données de santé en termes effectivement à la fois de marketing et de vente. Je termine seulement sur le rôle de la CNIL pour simplement préciser que c'est une commission aujourd'hui qui est composée de 17 membres et qu'elle n'est pas là pour empêcher de tourner en rond, elle est là pour assurer cet équilibre qui n'est pas toujours facile entre d'une part la recherche, l'innovation qui est nécessaire et qui est aujourd'hui
je dirais, dopé par la question du numérique et la protection. C'est un juste équilibre, car, comme cela vient d'être dit tout à l'heure par M. le Dr Jacques Lucas, quand il a dit à un moment donné, il faut transférer la déontologie dans l'espace numérique. Ce que dit la CNIL aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'espace numérique sans droit et sans réglementation. Et je pense que si nous sommes capables d'intégrer ces éléments-là, notamment dans le domaine de la santé, je rappelle d'ailleurs qu'il y a un projet de règlement européen qui est en cours, qui sortira, une gestation assez longue, peut-être dans 2 ans, on est dans le cas du trilogue, mais que ce projet de règlement européen précise bien évidemment la question de l'anonymisation des données, la question de la minimisation des données, c'est-à-dire qu'on ne peut pas collecter une masse de données, la question de l'information, mais aussi la question de la portabilité. Et donc, si on veut demain que cette économie numérique soit profitable à la fois d'un point de vue économique, d'un point de vue de la recherche, il faut associer l'acteur, le patient, bien sûr le consommateur, et c'est la raison pour laquelle, moi je parle d'éducation au numérique, il faut absolument remettre les acteurs au même niveau d'information, car les acteurs du numérique ont énormément d'avance. Malheureusement, nous leur avons laissé l'avance que nous leur avons laissé faute, je dirais, de visibilité, voire de projet au niveau européen et en France. Malheureusement, il faut bien le dire, la puissance publique est un peu lente dans ce domaine-là pour réagir, et les GAFA aujourd'hui n'attendent que ça, et je pose aussi la question, même si je fais vite pour essayer de donner tous les débats, l'ouverture des données publiques est quelque chose de formidable, va redonner du pouvoir d'agir aux citoyens, sans doute aux patients, mais je reste extrêmement vigilant sur le risque de perte d'expertise qu'il peut y avoir aujourd'hui en ouvrant aussi facilement certaines données, notamment les données médicales ou d'autres données fiscales, qui seront sans doute récupérées par des acteurs qui ont déjà tous les outils nécessaires pour vous revendre des applications, certes gratuites dans un premier temps. Quand elles sont gratuites, c'est que vous êtes le produit. Et ensuite, pour avoir des accès beaucoup plus personnalisés, on parle effectivement souvent de médecine participative, personnalisée, on sera sans doute amené à devoir payer une partie de cette application. Donc il est important de restaurer effectivement cet élément de confiance, et cet élément de confiance passe justement par cette capacité à donner à chacun d'entre nous justement les moyens de lecture. Voilà, donc je voulais simplement faire ce petit message, mais en d'autres termes pour conclure, il y a 3 niveaux. Il y a celui qui relève du droit et de la responsabilité du législateur. Il est important, et moi je le dis, alors là je parle en tant que citoyen, je suis tout à fait d'accord pour moi que l'ouverture de données de santé se fasse, mais si demain, mon assureur, que je ne condamne pas, mais arrive à avoir accès à ces données, sait, avec le big data et les éléments prédictifs, que j'aurai peut-être dans 30 ou 40 ans une maladie cardiovasculaire, et qui sait pertinemment qu'elle va se produire, quel sera son comportement pour se protéger de ce risque? Sans doute de me mettre à malus. Le risque du profilage, ça c'est un vrai danger. Et ça c'est... Et donc, à ce niveau-là, je pense qu'il est important que le législateur prenne des dispositions en la matière. Deuxième élément, la régulation. Et cette régulation passe avec vous, les professionnels de santé. La CNIL travaille étroitement avec l'Ordre des médecins, avec les professionnels de santé, sur des packs de confiance qui permettent d'intégrer cette notion de protection des données dans les appareils, privacy by design, c'est un élément important. Et ensuite, le troisième élément, j'en terminerai là, qui est celui de la co-régulation, c'est d'associer le patient et l'acteur à l'utilisation responsable et à la maîtrise de ces données, y compris dans le domaine de santé, avec son médecin notamment. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre avec Emmanuel Fraisse. Très bien. Donc, je vais vous parler des signaux faibles de la médecine de demain. Effectivement, je me qualifie maintenant de digitaliseur, personne ne comprend. Donc, je suis fait de la transformation digitale, personne ne comprend. Mais au moins, les gens se disent « Ah, j'ai lu ça dans un journal, ça doit être important, je vais écouter ». Donc, je suis un digital natif professionnel, je suis trouvé pour avoir simplement été digital dès ma naissance. J'enseigne à Sciences Po et j'ai sorti plusieurs livres, dont le dernier s'appelle Business is Digital. Mais vous pouvez faire aussi Health is Digital, tout est digital maintenant. En revanche, comme il a été dit précédemment, l'humain, justement, est remis au cœur de cette transformation digitale. La transformation digitale n'est plus guidée par la techno, elle est guidée par l'humain. Et l'idée, c'est de redéfinir le rôle de chacun dans cet environnement qui est devenu vraiment digital. Mais pas tout numérique. Oui, le numérique est partout, mais tout n'est pas numérique. Alors les signaux faibles, c'est quoi? Ce sont des événements éparses, très différents les uns des autres, émergeant aussi bien d'initiatives individuelles que de grandes entreprises. Je vais revenir sur les GAFA-ME tout à l'heure.
mais effectivement, c'est un point important. Ce sont des signes qui sont isolés, qui ont une signification qui est très relative, voire anecdotique, mais regroupés, ils prennent tout leur sens. Ils sont faibles tant qu'on n'y prête pas attention. Et je vous renvoie à un acronyme pour briller en société, c'est les NBIC. On parle des NTIC avant, maintenant on parle des NBIC. C'est quoi les NBIC? C'est nouvelles technologies, biologie, informatique et sciences cognitives. Je répète parce qu'il y en a qui sont en train de noter. Donc c'est nouvelles technologies, biologie, informatique et sciences cognitives. Et c'est très important de voir que maintenant, ça y est, on est à la grande convergence de toutes ces technologies. Et c'est ça qui est assez disruptif. Je vais revenir sur ce terme aussi après. On passe donc d'une médecine curative à une médecine préventive. Et effectivement, un certain nombre de pays ont préempté la médecine préventive. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de tiers payeurs. C'est-à-dire, quand tu es malade, ce n'est pas une bonne idée. Donc il faut prévenir la maladie beaucoup plus que chez nous, pour être clair, par rapport à la sécurité sociale et aux tiers payeurs. Ce qui fait qu'on va vers une médecine fondée sur les 4 P, prédictive, préemptive, personnalisée, participative. Un exemple voilà, vous voyez avec qui, mais il y a Withings, effectivement, qui s'est associé avec eux pour travailler sur ces sujets-là, mais ce n'est pas pour ça que l'assureur a accès aux données. Mais je dis voilà, médecine préventive, très important. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, l'écosystème a changé. Donc on parle des GAFA, pour moi, parce que je mets Microsoft dedans, peut-être parce que je suis un ancien Microsoft et que je suis encore formaté, je ne sais pas. Mais Microsoft aussi, pour moi, est dedans. Et on a tendance à regarder beaucoup ce qui se passe au niveau des États-Unis, mais il faut regarder ce qui se passe au niveau de la Chine, avec les BAT, Baidu, Alibaba et Tencent, qui sont bien plus puissants que les GAFAM. Regardez Alibaba, c'est fascinant de voir ces groupes-là. Et eux, ils n'ont pas de limite par rapport à ça, hein. Notamment en termes de séquençage génomique. Ils séquencent tout, hein. Vraiment végétal, animal, humain. Ils ne s'embêtent pas, ils n'ont pas de problème de législation par rapport à ça. Et vous avez Apple Health Kit. Qui a un iPhone? Dans la salle, vous avez des iPhones? Oui. À partir de l'OS 8, donc l'Operating System 8, vous avez une fiche médicale qui peut être consultée sans déblocage de votre téléphone. C'est-à-dire que vous pouvez arriver aux urgences et dedans, vous avez une fiche médicale que vous avez vous-même renseignée, notamment avec votre groupe sanguin. Donc voilà, donc à partir de iOS 8, vous avez des informations que les services d'urgence, auxquels les services d'urgence peuvent déjà accéder. Ceci est le premier objet connecté. 2007, il y a eu un avant, il y a eu un après. Je fais la pub pour Apple, je suis un ancien Microsoft, mais si vous voulez, je suis agnostique, on va dire, en termes de techno. Les technologies exponentielles appliquées à la médecine de demain, 3 courbes très intéressantes. Vous voyez la première courbe, c'est la technologie, c'est la loi de Moore. Le nombre de transistors par circuit de même taille double tous les 18 mois. Ça veut dire quoi en simple? C'est-à-dire que les produits qui sortent maintenant sont obsolètes très rapidement parce que vous avez des choses bien plus puissantes qui sortent très rapidement. Au niveau de la technologie, vous voyez que c'est une courbe exponentielle par rapport au temps. Donc la loi de Moore est appliquée dans plein de secteurs et profondément appliquée dans la médecine de demain et d'aujourd'hui. Ensuite, vous avez une deuxième courbe, c'est humain. Donc ce sont les usages. Première courbe, les technos. Deuxième courbe, les humains. Troisième courbe, les organisations. Et j'ai envie de dire la législation. Et vous voyez que ça ne se recoupe pas complètement. Et c'est ça ce qu'on appelle la disruption digitale, parce que le digital arrive et casse un peu tout. C'est un peu des technologies d'adolescents. C'est-à-dire ils arrivent, ils cassent tout. Et puis après, on voit comment on remet les pièces du puzzle ou pas. Et vous avez 2 approches, l'approche européenne et l'approche américaine. L'approche américaine, c'est on fait les choses et après on mesure les risques. Et l'approche européenne, c'est on mesure les risques et après on fait des choses, peut-être. Donc la loi de Moore est toujours valable pour un certain nombre de domaines qui concernent la médecine, la puissance de calcul infinie, les capteurs et les réseaux, la robotique, l'impression 3D qui a été évoquée tout à l'heure par Christine, la biologie synthétique, la médecine digitale, les nanotechnologies et l'intelligence artificielle. Et tout ça, ce sont des signaux faibles qui constituent un prisme très fort pour ce qui est en train d'arriver. Je vous donne un exemple en termes de patients. Alors là, on parle d'un geek, hein, effectivement, comme disait monsieur Dr Lucas. Là, on parle d'un geek. Salvatore Iaconesi découvre en 2012 qu'il a une tumeur au cerveau. Premier réflexe, je vais mourir. Deuxième réflexe, je vais partager ma maladie pour voir qui peut m'aider. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un site où il a mis en ligne les données de son dossier médical. Donc bien sûr, c'est un geek. Donc il a reformaté toutes ces données médicales pour que ça soit compréhensible par des développeurs et des médecins un peu geeks. Et donc, il l'a mis en partage, il a dit « aidez-moi » et ça a marché. C'est-à-dire que des praticiens du monde entier et des personnes qui avaient eu les mêmes tumeurs que lui ont répondu
et on fait en sorte qu'ils soient encore en vie. C'est assez fascinant. Donc effectivement, c'est une exception pour l'instant, mais ça date de 2012. Donc regardez ce qu'il y a, notamment une petite intervention de sa part qui dure 15 minutes, c'est le TEDx. Salvatore Iaconesi, fascinant. Aidez-moi, et on se retrouve avec une médecine ouverte, très surprenante. Alors quelques signaux faibles. Bien sûr, la répétition fixe la notion, mais je vais essayer d'être le moins redondant possible par rapport à ce qui a été dit précédemment. Les objets connectés, vous l'avez vu beaucoup déjà, vous avez vu ce matin, il y a Withings qui est là, je peux vous en parler, mais bon, je vais juste m'arrêter sur la dent connectée. La dent connectée, qui est en prototype actuellement. Vous auriez potentiellement une dent qui va permettre de savoir notamment le suivi des toxicomanies, et puis de diffusion de substances aussi médicales, plutôt que de prendre une pilule toutes les 6 heures. Une dent, il y a une petite substance qui sort toutes les 6 heures automatiquement. Voilà. Donc les objets connectés, c'est vrai que ça, c'est un objet connecté. Un téléphone est un objet connecté, c'est votre premier objet connecté. Et on va de plus en plus vers ce qu'on appelle les objets enchantés, c'est-à-dire des objets qui sont des objets de tous les jours et qui se connectent. Maintenant, on imagine un parapluie qui devient bleu s'il va pleuvoir. Vous n'avez plus besoin de regarder la météo, vous savez qu'il va pleuvoir, votre parapluie vous le dit. IBM Watson. C'est assez fascinant ce qui a été fait par IBM, parce qu'IBM, c'est pour moi une boîte qui ne sait plus où elle va. En revanche, Watson est hyper intéressant. Et ça a été rendu intéressant parce qu'ils ont ouvert la technologie. Donc c'est une aide à la décision pour tous les praticiens dans le domaine médical. Et ça a été appliqué notamment en oncologie. Donc ils croisent le dossier médical des patients avec un certain nombre de big data, de données qu'ils ont pu récolter sur des masses d'autres personnes. Et ça se croise et ça aide le praticien à décider ce qu'il y a à faire. Donc toujours pareil, ça ne remplace pas, ça aide au choix. L'innovation frugale, je tiens beaucoup à ça, c'est-à-dire qu'on dit toujours le digital c'est super cher. Non, je vais vous donner 2 exemples. On est dans une ambiance un peu mortifère, donc je vais vous parler de la vie, un petit peu de la mort quand même, mais la vie. Vous avez par exemple une couveuse qui a été développée par une équipe américaine et qui coûte 100 fois moins cher qu'une couveuse traditionnelle. Ça a été développé par informatique, enfin ils ont beaucoup utilisé la technologie pour développer cette couveuse. C'est un vrai succès. Deuxième chose, une application pour les femmes qui vont accoucher en Éthiopie. On sait qu'il y a un petit problème, un petit désert médical là-bas, et donc ça les aide à accoucher dans de meilleures conditions. Et puis une troisième application qui est française en revanche, qui est sur la prévention des rechutes de cancer du poumon, de Fabrice Denis. Son application coûte un certain prix. Les traitements concurrents coûtent 850 000 €. Son application permet aux gens de vivre plus longtemps et en meilleure santé, ça coûte 16 000 €. 850 000 € pour certains traitements, 16 000 € pour d'autres. C'est des sujets qui sont intéressants. On est au début de quelque chose, mais c'est vraiment intéressant de voir ce qui se passe en termes de signaux faibles dans ces domaines-là. Médecine génomique et data, bien sûr, séquençage génomique interdit en France, pas interdit dans plein d'autres pays, ce qui fait que des sociétés comme 23andMe, qui est une société américaine, ont 900 000 génomes en stock dans lesquels les laboratoires pharmaceutiques notamment peuvent taper pour développer des modèles, des patterns et étudier informatiquement des bases de patients randomisés, etc. Ça a été interdit effectivement par la FDA aux États-Unis, mais ils sont très opérationnels dans d'autres pays et très proches de Google. Google qui a lancé Calico. Calico, c'est une société qui veut juste lutter contre la mort, toute simplicité. Donc médecine génomique et data, on sait que la médecine génomique est très forte dans les cancers, la prévention des cancers, mais ça va être généralisé et devenir complètement transfrontière, on va dire, sur le sujet. Biohacking. Biohacking, oui, on hack l'humain. Je vous parle d'un Fab Lab, c'est La Paillasse, qui est à Paris, et qui fait des concours, par exemple, aidez-nous à trouver des idées nouvelles contre les cancers. Gros sujet, forcément, le cancer. C'est vraiment très intéressant ce qu'ils font aussi. Allez voir, c'est que vous avez des quidam, des gens inconnus qui viennent et qui vont séquencer leur génome, par exemple, ça ils le font avec La Paillasse. Plein d'autres choses à voir, mais tout ce qui concerne le biohacking est fondamental, et les nanotechnologies évidemment. Et en conclusion, je vous dirais que le futur est déjà là, simplement il n'est pas réparti de manière uniforme. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de dépassé maintenant dans cette image qui vient de Minority Report? Des gants. Il n'y a plus besoin de gants pour faire bouger des objets sur un écran, même pour faire bouger des objets
dans l'air. Vous le verrez d'ailleurs après dans un atelier. Il me semble qu'il y a une conférence sur la réalité virtuelle et la 3D, si je ne m'abuse. Merci. Et je peux vous envoyer j'en profite, excusez-moi, un petit livre blanc sur les objets connectés qui a été réalisé par 6 personnes, dont une personne de la CNIL, sur voilà, l'Internet des objets, qu'est-ce que c'est, où on va, daté 2015. Merci à tous. Merci Emmanuel. Alors, je vous propose, dans la suite de la séquence, d'appeler Alexis Normand, qui est directeur du développement santé de WeThings. Merci. Et puis après, j'espère qu'on aura quand même le temps de quelques questions, sinon il y aura l'échange au moment de la pause et de la visite du showroom e-santé. Bonjour, excusez-moi, j'ai la voix un peu cassée aujourd'hui, peut-être que quelqu'un me prescrira quelque chose. En tout cas, merci de l'honneur que vous nous faites de nous donner l'opportunité de présenter un peu ce qu'on fait. Juste avant de montrer quelques slides, je voudrais insister devant la communauté médicale sur le fait que je pense que une des originalités de WeThings, donc qui est une société française qui fait des objets connectés pour le grand public, c'est aujourd'hui la façon dont ces usages grand public sont repris par les professionnels au sens très large du terme, que ce soit les professionnels de la prévention, parfois de la prévention en entreprise, ou les professionnels de santé, de l'industrie pharmaceutique, aux médecins et aux chercheurs. Et donc c'est à partir de ces quelques-uns de ces exemples que je voudrais vous montrer en moins de 10 minutes, avec en fait une perspective qui est un petit peu nouvelle pour la communauté française. C'est que nous, notre société donc, est française, mais on vend 90% à l'étranger et la moitié aux États-Unis. Et donc, on a une vision un petit peu privilégiée sur la façon dont les médecins commencent à utiliser ces objets. Et c'est ça que je trouve intéressant de partager avec vous aujourd'hui, parce que du coup, on mesure très bien tous les freins en France sur cette question. Alors, donc changement de paradigme. Peut-être, en tout cas, de notre point de vue, c'est l'idée que nos objets, étant des objets grand public qui donnent aux utilisateurs une information sur leur santé, en fait, en redonnant aux utilisateurs leurs données, finalement, on rentre dans une démarche de responsabilité individuelle qui est un petit peu différente de la caricature selon laquelle la santé est en fait un problème que vous gérez le jour où vous êtes malade avec votre médecin. Donc c'est un peu cette idée que je voudrais illustrer. Alors, rapidement, notre métier, c'est de vendre aux utilisateurs finaux des produits technologiques qui aident à quantifier sa santé. Et pourquoi faire? Pour essayer de faire du renforcement positif, du changement de comportement, se fixer des objectifs, que ce soit sur le poids, l'activité physique, et pourquoi pas le sommeil. L'originalité vient de ce que ces données sont stockées dans une application mobile et donc centralisées aussi, qui nous permet, nous, de faire des statistiques agrégées, anonymisées, bien sûr, sur les usages et ainsi d'être en fait dans un service interactif avec les usagers et du coup de mettre à jour notre application, de mettre à jour nos objets et de coller un peu à ce qui marche. Et donc ne serait-ce que ce triptyque « je me mesure et je progresse », eh bien on essaye de le valider avec les données. Donc de façon simple, auprès du public, on explique que ça sert à renforcer les petits efforts du quotidien, mais on agrège les données et on regarde si les corrélations n'infirment pas ce principe. Donc je vous expliquerai pas qu'une corrélation n'est pas une causalité. Néanmoins, on voit par exemple que plus les gens se pèsent, eh bien plus ils perdent du poids. Alors ça, on a commencé à le regarder, ne serait-ce que nous, pour savoir si ce qu'on faisait avait un impact sur les comportements. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte en fait que c'était quelque chose qui valait mieux ne pas avoir à dire soi-même. Et donc, ce type de données qui ont commencé à viser marketing, aujourd'hui, font l'objet en fait de partage avec la communauté scientifique médicale pour essayer de répondre aux questions des professionnels. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que ça marche?
Est-ce que c'est sécurisé? Eh bien, on s'est rendu compte que c'est en analysant les données et en analysant les données avec des chercheurs, avec des professionnels, qu'on allait y répondre. Donc là, et pour nos utilisateurs, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand on voit qu'il y a une corrélation positive entre le fait de perdre du poids et le fait de se peser, ce n'est pas une causalité, mais ça nous permet de personnaliser un message à l'utilisateur. Et dans votre application mobile, quand vous vous pesez de moins en moins, eh bien, vous avez parfois un message qui vous dit « Sachez que 80% des gens qui suivent cette pattern eh bien, prennent du poids ». Donc c'est comme ça, c'est à partir de la donnée agrégée qu'on essaye d'individualiser le service. Toujours dans cette idée de renforcement positif, on propose donc notamment de quantifier ces pas, et ce faisant, on s'aperçoit que notre objet, pour motiver les gens, en fait, la sociabilité est assez importante, et vous pouvez donc partager les pas de votre montre avec quelqu'un d'autre. Et encore une fois, on a vu que plus les gens partageaient la donnée, eh bien, plus ils avaient tendance à marcher. Donc encore une fois, aujourd'hui, c'est moi qui vous le dis, ce sont des choses qui font en ce moment l'objet de rédaction d'articles scientifiques, avec une idée sous-jacente, c'est qu'est-ce qui, sur le long terme, peut avoir un impact positif sur l'activité physique et donc la prévention des risques individuels cardiovasculaires. Alors, nous, on transforme ça aussi en produit auprès de nos clients, donc on fait beaucoup de santé au travail. Alors, c'est pas donc dans notre application mobile, vous pouvez rejoindre un groupe et rentrer en compétition avec les gens et puis faire l'objet en fait d'une attention particulière en tant que membre de ce groupe, de cette cohorte. Aujourd'hui, ça, on le fait par exemple avec la SNCF. Avec la SNCF Transilien, on a lancé un défi public, on a recruté 6000 participants qui comparent leurs pas et on essaye de les faire marcher plus à coup de notification. La première fois quand on a fait notre R&D là-dessus, on l'a fait au MIT parce qu'on a des bureaux à Boston et donc on a pu travailler avec quelques personnes. On s'est dit finalement est-ce que ça marche, est-ce que ça fait marcher les gens plus? On s'est aperçu que ça faisait surtout marcher les gens qui ne marchaient pas. Donc ça va un peu à l'encontre de... Donc là, dans mon graphique, c'est les sédentaires qui ont vu l'augmentation la plus significative de pas. Et je ne vous vends pas une potion magique, j'essaie juste d'expliquer notre démarche qui est d'essayer en permanence de s'appuyer sur les données pour améliorer le service. Alors, avec la SNCF, donc on a recruté 6000 participants à un programme comme ça, qui ont téléchargé notre application, qui ont commencé à compter leurs pas. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça avec eux? Eh bien, parce que, en fait, quand on a agrégé les données au niveau national des utilisateurs de montres connectées chez WeThings, on s'est aperçu que les franciliens marchaient beaucoup plus. Et l'hypothèse retenue, c'était à cause des transports publics. Donc ça, c'était une idée suffisamment intéressante pour que la communication de la SNCF veuille lancer une animation, et on travaille avec la Pitié-Salpêtrière, un professeur de médecine. On a recruté finalement en quelques semaines 6000 participants. On les a invités à une recherche de santé publique, donc sur plusieurs milliers de personnes. On a déployé un questionnaire et avec leur consentement, on partage on va croiser le nombre de pas avec des habitudes de vie pour faire une étude scientifique visant en gros à essayer d'établir un petit peu les règles d'organisation de l'espace public qui peuvent être structurellement positives pour le niveau d'activité physique. Donc voilà un petit peu encore une fois, ce sont à chaque fois c'est de l'innovation un petit peu. On est nous-mêmes surpris par les usages détournés de nos interfaces. Ça, c'est un détournement de ce qu'on fait pour les entreprises. On a vu, par exemple, en matière de détournement, des laboratoires pharmaceutiques américains nous acheter par milliers des bracelets connectés pour faire de la santé au travail. On s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'un laboratoire pharmaceutique veut faire de la santé au travail? Et en fait, quand on en a discuté avec eux, on s'est aperçu que c'était un moyen pour recruter 2 fois plus vite des patients pour une étude clinique pour de la recherche sur des maladies neurodégénératives. Donc au lieu de passer par le médecin et d'attendre 1 an et demi avant d'avoir les 200 personnes, eh bien investir quelques centaines de milliers de dollars pour recruter des milliers de personnes, eh bien, eux, ça leur paraissait plus rapide. Je ne sais pas si en France ils auraient pu le faire, à voir. Alors, je vous ai parlé de santé en entreprise. Donc nous, nos objets, encore une fois, même si notre tensiomètre est un dispositif médical, n'ont pas été pensés pour être utilisés dans un cadre médical.
ils ont été pensés pour être utilisés chez soi. Mais comme toutes les données sont numérisées, il y a aussi la possibilité d'échanger ces données avec des plateformes. Vous pouvez échanger, en donnant votre consentement, la donnée avec des applications mobiles, avec des systèmes de gestion parfois de maladies chroniques, donc des applications grand public. MyFitnessPal, vous pouvez tous le télécharger, ça a été téléchargé 400 millions de fois, je crois. C'est pour noter sa nutrition. Eh bien, vous pouvez partager la courbe de poids, par exemple, que notre balance connectée va vous fournir, avec une application de notation de sa nutrition pour voir en gros l'effet d'un régime hypocalorique sur votre courbe de poids. Donc ça, c'est des usages à chaque fois détournés des données issues de nos objets qui en fait peuvent communiquer très facilement d'une plateforme et donc d'un service à l'autre. Et évidemment, si je vous en parle, c'est aussi parce que ces informations peuvent être partagées avec le dossier médical. Alors vous avez eu quelques pionniers comme Microsoft Health Vault, je crois qu'il y a Taxio qui est représenté ici au colloque. Nous, le gros mouvement qu'on a vu l'année dernière, c'est impulsé justement par Apple, qui tout d'un coup s'est intéressé à la santé connectée, a mis sur tous les iPhones une application sur la santé. Et on a vu l'impact parce qu'il est principalement aux États-Unis. C'est que en fait, cette application santé, vous avez la possibilité d'y déverser toutes les données issues, par exemple, de nos objets connectés, mais d'autres fabricants. Et Apple, pour faire ça, a concrètement organisé plusieurs réunions en Californie, à Londres, où ils ont mis d'un côté tous les fabricants d'objets connectés, donc nous, mais nos concurrents, etc. Ils ont mis de l'autre tous les grands prestataires de dossiers médicaux électroniques, principalement hospitaliers. Et ils leur ont dit, on ne sort pas d'ici avant qu'on puisse prendre une donnée de tension chez soi et l'envoyer au dossier médical de votre système hospitalier. Il y a un concept qu'on appelle des API, c'est-à-dire des interfaces entre bases de données. Et ça, c'est évidemment juste une brique technologique. Derrière, il faut qu'il y ait des incitations pour les hôpitaux ou les médecins à suivre des patients à distance ou à récupérer des données d'automesure. Mais en tout cas, cette brique technologique, concrètement, nous, on considère qu'ils ont cassé le prix du télésuivi par 10. C'est-à-dire qu'en s'appuyant sur le fait que les gens avaient le Wi-Fi chez eux, avaient des smartphones, suivre un insuffisant cardiaque avec une balance grand public coûte 10 fois moins cher que quand vous le faisiez en télémédecine. En tout cas, c'est vraiment le projet derrière ça, derrière des acteurs comme Apple et Epic. Donc, de façon assez concrète, pour nous, ça s'est traduit par la possibilité rapide d'équiper beaucoup de projets de recherche. Donc là, ce slide est d'ailleurs n'est pas à jour. Il y a quelques acteurs français. En quantité, ils sont surtout américains. On a vu, par exemple, la cohorte Framingham nous acheter des milliers de personnes et de tensiomètres connectés pour suivre le risque cardiovasculaire, cette fois-ci en vie réelle, d'une cohorte déjà constituée. Et ça, parce qu'il s'appuie sur, en fait, une brique technologique de circulation de l'information devenue assez standard. On a vu d'autres acteurs utiliser nos tensiomètres pour faire du suivi d'observance et ainsi regarder si des SMS, etc. fonctionnaient. Et pour l'instant, donc ça doit faire l'objet de publications scientifiques, mais c'est plutôt concluant. Donc là, on n'est pas du tout prestataire de services comme avec les entreprises, on déverse la donnée. Voilà, j'ai quasiment terminé. Et puis, plus généralement, au lieu d'équiper des gens avec des objets, on s'est dit que aussi, en agrégeant toutes les données, en faisant des statistiques, nous, pour communiquer auprès du grand public, pour un petit peu crever l'abcès autour de que font-ils des données, on s'est dit il faut qu'on restitue les données, il faut qu'on soit très transparent, il faut qu'au contraire, on abreuve le public d'analyses sur les données. Au début, on le faisait seul, et depuis plus récemment, on s'associe à des chercheurs de l'INSERM, à des chercheurs qui veulent bien en fait analyser les données avec nous pour les publier. Et donc, on va à la rencontre des médecins. On était au Congrès européen de l'hypertension artérielle, présenter des abstracts sur la corrélation pression artérielle, activité physique, poids, activité physique. On le fait avec d'autres applications mobiles. Donc, on essaye de constituer finalement un nouveau savoir à partir de données en vie réelle. Et je conclurai
finalement dans le sens sûrement de ce qui a été dit, que l'objectif n'est pas de concurrencer la médecine. L'objectif est de favoriser les échanges, mais c'est aussi d'ajouter une brique chez l'individu autour du préventif et du prédictif, et que pour ça, il faut en fait avoir plus de données, il faut favoriser l'échange de ces données, et peut-être, pour conclure, sans essayer d'être polémique, en France, pour ne pas prendre du retard par rapport à toutes ces initiatives que nous, on voit être surtout américaines, et laisser un peu tomber notre principe de précaution par rapport à ces questions, parce que on voit qu'aux États-Unis, il y a cette idée que, grosso modo, la e-santé crée énormément de valeur, va réduire les coûts, et que c'est une industrie en train de se constituer, et il faut pas freiner les acteurs qui font ça. Donc je conclurai sur la conclusion de ma conclusion sur l'idée que ça passe évidemment par l'accès auprès du grand public à des solutions, mais surtout sur la prévention. Voilà, je vous remercie, et puis je suis encore là jusqu'à 5 heures si vous voulez en discuter. Merci. Merci beaucoup.